Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents pour la saison 2 des Live Pitch. Donc, on va commencer le live pitch avec Clémence Aubert, qui va nous parler des hydrocarbures aromatiques polycycliques aujourd'hui. Donc, j'ai laissé la parole à Clémence et Clémence, tu peux commencer. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Et comme annoncé par Margot, je vais vous parler des HAP, autrement dit les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Dans un premier temps, on va d'abord voir qu'est-ce que c'est ces molécules avec un nom un peu compliqué. Donc, HAP, c'est donc l'acronyme pour hydrocarbures, donc le H pour hydrocarbures. Les hydrocarbures, ce sont des composés chimiques qui vont contenir que du carbone et de l'hydrogène. On ne va pas avoir d'oxygène ou d'azote, par exemple, dessus. On peut le voir, par exemple, sur cette molécule-là, les petites boules noires, c'est du carbone et les blanches, c'est de l'hydrogène. Donc, c'est un composé qui ne contient que du carbone et de l'hydrogène. Aromatique, on va dire qu'une molécule est aromatique quand c'est un composé cyclique qui a un certain nombre d'électrons qui sont dans une certaine disposition qui font que la molécule va être vraiment stable. Et polycyclique, c'est le fait d'avoir plusieurs cycles. Donc là, par exemple, on le voit, si vous voyez mon curseur, on a plusieurs cycles les uns à la suite des autres. Donc cette molécule, par exemple, c'est le benzoapyrène. En dessous, le dibenzo-AH anthracène sont tous les deux de la famille des HAP car ils respectent ces critères-là. Donc, les HAP font aussi partie d'une autre grande famille de composés qu'on appelle les composés organiques volatiles. C'est d'autres composés de l'air ambiant dont vous avez pu entendre parler et leur acronyme, donc c'est les COV. Et les HAP rentrent aussi dans la catégorie des polluants organiques persistants qu'on nomme parfois les POP. Et donc c'est à cause, on va dire, de ça tout l'enjeu des HAP, puisque les polluants organiques persistants, donc de par leur nom, sont persistants, c'est-à-dire qu'ils vont prendre pour certains plusieurs années, voire dizaines d'années pour se dégrader une fois qu'ils ont été émis. Ils sont bioaccumulables, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'accumuler dans le corps humain ou de n'importe quelle espèce vivante. Ils sont toxiques. On reviendra plus tard sur leurs effets sur la santé. Et de par leur persistance, ils peuvent se déplacer sur de très longues distances, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller polluer des milieux où il n'y a aucune activité qui de base n'était pas polluée. Donc, voici les informations générales donc, sur les HAP. Donc, d'où viennent ces composés-là? Donc, la source principale de HAP autour de nous, c'est la combustion incomplète de combustibles fossiles. Une combustion, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et ça va émettre plein de composés dont on ne veut pas, dont les HAP. Donc, on peut distinguer différentes sources de combustion qu'on va dire naturelles, comme les feux de forêt ou les volcans qui peuvent émettre des HAP. Les végétaux aussi peuvent émettre des HAP sans forcément que ça soit pendant une combustion, mais par exemple les herbes aromatiques, elles vont en émettre pas mal sous forme gazeuse du coup. Mais très principalement, ce sont les activités humaines, comme la combustion de bois, de pétrole, de charbon, qui vont émettre donc des HAP par combustion. Et on va voir qu'on a aussi une production volontaire de HAP. Ça va là pas être des produits dont on ne veut pas, mais ça va être, ils vont avoir des utilités. On va le voir juste après. Donc là, vous avez les exemples de trois HAP en dessous, le pyrène, le benzoapyrène et le coronène. Donc, ils ont des structures différentes, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir avoir des propriétés physiques et chimiques différentes. Et du coup, dans une combustion, on ne maîtrise pas quels composés sont émis. Donc, il peut y avoir plusieurs milliers de HAP différents qui peuvent être émis. Donc, ça ne va pas être un seul composé. Donc, un exemple d'utilisation des HAP, donc on a vu leur émission involontaire pendant la combustion, mais ce sont aussi des composés qu'on peut chercher à vouloir créer, à vouloir synthétiser pour certains usages spécifiques. Par exemple, ils peuvent être utilisés en chimie en tant que solvants. Certains sont aussi utilisés, on va le voir juste en dessous, pour la fabrication de colorants comme l'anthracène ou le phénanthène, et d'autres sont utilisés dans certains produits un peu de la vie de tous les jours, dans le traitement du bois, pour produire des plastiques ou même dans la création de produits pharmaceutiques.
Donc, je vous donne un exemple d'un HAP qu'on va pouvoir utiliser, c'est l'anthracène. Donc, l'anthracène, on le voit ici, donc on reconnaît bien sa structure avec plusieurs cycles. Il est obtenu à partir du goudron qui va être distillé, centrifugé et qui va avoir plusieurs cristallisations de suite. Donc, l'anthracène, on peut le créer parce qu'il va être utilisé dans la conservation du bois, par exemple, dans les insecticides ou dans des revêtements de surface, bien qu'il soit classé comme substance à risque. Et l'anthracène peut aussi servir, par exemple, à d'autres choses, comme après plusieurs réactions chimiques à la suite, à synthétiser, donc à créer, par exemple, l'alizarine, qui est un colorant rouge qui va être utilisé pas mal en recherche biochimique. Donc, on a toute une partie qui est création involontaire de HAP par combustion et une autre partie qui est on veut vraiment chercher à les créer, à les synthétiser pour des usages spécifiques. Donc maintenant que vous avez eu des petites bases sur qu'est-ce que sont les HAP et comment on peut les retrouver, donc je vais avoir une question pour vous. Donc vos micros vont pouvoir être ouverts. Je vais vous demander votre avis sur comment l'être humain peut être exposé au HAP. Donc, je vais vous redonner une information importante, c'est que c'est un composé qui est volatile, donc à température ambiante, il va se retrouver sous forme gazeuse, mais il va aimer s'accrocher aux particules qu'on retrouve dans l'air ambiant. Donc, il s'accroche sur ces particules et au bout d'un moment, les particules, elles vont tomber au sol. Donc, sachant ça, est-ce que vous avez découvert jusqu'ici à votre avis, par quelle voie l'être humain est contaminé, exposé au HAP? Donc, je vous laisse me répondre. Donc, Alors, n'hésitez pas, hein. normalement, j'ai pu ouvrir les micros. Alors, Alors, je... j'ai une Oui, vas-y. réponse, c'est par les voies respiratoires, par écrit. Ok, par les voies respiratoires, donc je suppose en respirant les HAP qui ont été émis dans l'air. Ok. Est-ce que vous avez d'autres idées? Par les aliments. Oui, par les aliments. Alors, est-ce qu'on peut préciser dans quelle situation, par quel type d'aliments, par exemple? Ben, je peux donner la parole à Aline. Je sais pas, Aline, si ça fonctionne. Vous m'entendez? Oui, Oui. Alors, moi, je pensais des aliments par exemple, les fruits et les légumes, si c'est déposé par les particules qui sont dessus et si on les lave pas bien, par exemple. Oui, c'est un Ou exemple. par les aliments qui sont ingérés par les, imaginons, les vaches et du coup, après, qui se retrouvent dans leur viande. Oui, c'est aussi une voie. Il y a une autre voie majoritaire aussi par l'alimentation. Donc, on a vu que les HAP, c'était principalement émis par la combustion. Donc, à votre avis, dans quelle situation on peut en retrouver dans nos aliments? j'ai Guylaine qui dit l'eau. Je peux aussi lui donner la parole pour L'eau, avoir c'est plus juste ici. d'explications. Oui. Bonjour. J'imagine que on a des pluies, il y a des ruissellements et comme c'est dans l'air, ça se transmet dans l'eau. Oui. Donc, en effet, tout ça, c'est des bonnes réponses. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole? Je vais donner la parole à Cécile. Ah, hop, je sais pas si ça fonctionne. Cécile Cadou, je sais pas si vous Ouais, pouvez. Oui, vous c'est bon, m'entendez? je vous entends. Oui. D'accord, ça marche. Vu qu'on parlait de combustion, donc pour l'alimentation, j'imagine tout ce qui est barbecue, en fait. Oui, en effet, oui. Donc, je vais vous montrer donc toutes les réponses. Donc là, vous n'avez rien dit de faux, tout est juste. Donc là, on est classé par ordre d'importance. Alors, le diaporama J'ai n'avance pas. Aline C'est bon. aussi qui demande la parole. Oui, vas-y. Ah non, je vais redemander la parole, pardon. Ah, ok, autant pour C'était moi. pas fait exprès, excuse-moi. Donc là, on peut voir donc sur cette slide donc les différentes sources de contamination, elles sont par ordre d'importance. Donc en effet, la première source, c'est l'alimentation et via donc différentes choses. Donc par exemple, comme l'avait dit Aline, les dépôts sur les fruits et légumes, donc de particules qui vont tomber dessus et qui ont accumulé des HAP, donc il faut les laver. En effet, le poisson, la viande, qui ont mangé une alimentation contaminée au HAP.
La cuisson, donc on l'a dit, au charbon de bois, le barbecue, donc tout ce qui est à partir du moment où il y a cette cuisson, on va avoir des HAP qui vont se retrouver dans nos aliments. Et de la même manière qu'on peut être contaminé par du poisson ou de la viande qui a ingéré des HAP, eh ben, un bébé peut être contaminé au HAP via le lait maternel aussi. Donc là, on retrouve bien le côté bioaccumulable dont on parlait tout à l'heure. Ça va s'accumuler dans les êtres vivants et donc contaminer potentiellement, donc par exemple par le poisson ou la viande, d'autres êtres vivants. Les HAP donc, se retrouvent bien sûr dans l'air, donc dans l'air ambiant, tout autour de nous. On verra après les mesures d'Atmo Grand Est à ce sujet. La fumée de cigarette en émet énormément aussi. Donc, c'est tant une exposition pour les fumeurs, mais toutes les personnes qui sont autour avec le tabagisme passif. Et on va le voir après qu'on a aussi, pour les personnes qui travaillent dans un milieu qui utilise des HAP dans l'industrie, une grande exposition. L'eau, ça va être une source un peu moindre. Donc, on peut avoir des HAP qui se retrouvent dans l'eau quand on a des pollutions à cause de rejet d'hydrocarbures pétroliers. Aussi, ben, les particules, on l'a dit, donc avec la pluie qui tombe dans l'eau après avoir été dans l'air, ça c'est une source importante de pollution de l'eau au HAP. Et de manière bien moindre, on a le transfert cutané, c'est-à-dire les particules de l'air ambiant qui vont se déposer sur la peau et pouvoir passer dans le corps. Mais c'est vraiment moindre par rapport aux autres choses. Donc voilà, que de bonnes réponses de votre part. Maintenant qu'on sait comment on peut être contaminé, on va voir quels sont les effets possibles sur la santé. Donc, on a dit avant que les HAP, généralement, pendant une combustion, on ne va pas avoir 2 ou 3 composés qui sont émis, mais un grand nombre et pas toujours les mêmes selon les conditions. Cependant, des études ont permis de montrer qu'il y a un groupe de 26 HAP qui représente 90 à 95% de la somme habituelle. Donc, en sachant ça, on va pouvoir faire des études plus importantes, plus précises sur la santé. Parmi ces 26, il y en a 12 qui sont classés comme cancérogènes probables ou possibles chez l'humain. Donc, ça revient au côté toxique qu'on a vu tout à l'heure sur le fait que c'est des polluants organiques persistants. Mais la plupart des personnes qui ont on va dire, de vrais risques de développer des maladies à cause des HAP, c'est les personnes qui sont exposées dans le monde professionnel, avec selon les types d'industrie des différents cancers. Actuellement, on a de moins en moins donc, de coqueries, de production d'aluminium et tout en France. Donc, ces risques sont un peu moins actuels, mais existent toujours dans le monde professionnel. Certains de ces HAP sont classés CMR, c'est peut-être un mot que vous avez déjà entendu, qui correspond à cancérigène, mutagène et reprotoxique, donc nocif à la reproduction, donc qui comporte vraiment des risques sur la santé. Et comme on le disait, c'est un mélange de HAP qu'on va retrouver dans l'air ambiant, donc c'est compliqué d'évaluer l'impact d'un mélange de polluants sur la santé, mais dans quasiment tous ces mélanges, on retrouvera toujours le benzoapyrène qu'on va appeler BAP, et ce composé, il est réglementé en air ambiant, et c'est celui sur lequel on a le plus d'études sur la santé. Donc c'est souvent celui qu'on va suivre en air ambiant ou dans l'eau ou dans n'importe quelle matrice. Je vais avoir une deuxième question pour vous à propos des sources de HAP. Donc maintenant, on sait ce que sont les HAP, comment on peut être contaminé, quels sont les dangers. Et chez Atmo Grand Est, on réalise un inventaire des émissions des différents polluants. Donc, on peut dire dans le Grand Est, quels sont les secteurs d'activité qui émettent le plus de chaque polluant. Donc là, je vais vous demander, ça, ce sont les différents secteurs qui sont répertoriés par Atmo Grand Est, donc que vous avez en noir dans les propositions. Selon vous, quels sont le ou les secteurs qui émettent le plus de HAP? Donc, je vous laisse à nouveau la parole. Alors, Mélodie Chatin, transport routier. D'accord. En effet, on a vu que... Alors, je ne vais pas vous donner la réponse J'ai tout de Marjorie. suite. Oui. Je vais donner la parole à Marjorie. François. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. Oui, bonjour. Moi, je pensais aux centrales d'enrobage pour la production d'HAP, donc l'industrie.
Ok, donc on a le transport routier, on a l'industrie. Est-ce que d'autres personnes auraient pensé à d'autres secteurs en premier? Ou alors, si on n'arrive pas à ranger son idée dans un secteur, me donner d'autres mots. Alors, j'ai l'agriculture et l'industrie, résidentielle aussi. Ok. Donc, on va aller regarder les réponses. Donc, il y a un peu tous les secteurs qui ont été cités. Comme pour la plupart des polluants, les gens citent très souvent l'industrie en premier. Et là, on va voir que dans ce cas, ce n'est pas du tout le cas. Le premier secteur, très très majoritaire, c'est le secteur résidentiel à 80%. On va voir juste après pourquoi. Le deuxième secteur, on retrouve bien le transport routier, en effet, puisque on a vu que la combustion de combustibles fossiles émettait des HAP, donc c'est normal qu'on le retrouve. Et si maintenant on regarde les différentes sources d'énergie qui émettent des HAP, on va avoir en fait notre réponse. La première source dans le Grand Est, c'est le bois à 81%. Et du coup, on peut relier ça au secteur résidentiel et du coup au chauffage au bois. La source très majoritaire de HAP dans le Grand Est, c'est le chauffage au bois dans les logements. Donc ça peut en effet surprendre. On a vu que ce n'était pas vos premières réponses. Et c'est là que ce polluant va être un peu différent des autres polluants comme les oxydes d'azote, où on entend toujours le trafic routier, l'industrie, tout ça. Donc, c'est des enjeux qui vont être différents. En deuxième source d'énergie qui émet des HAP, on retrouve les produits pétroliers. Et donc là, en lien assez direct avec le transport routier. Et on voit que les autres secteurs, comme l'industrie, l'agriculture, l'énergie, sont très minoritaires. Donc, sachant ça, Atmo Grand Est a développé un réseau de mesure des HAP sur l'ensemble du territoire. Étant donné que ça va être quelque chose qui est un polluant qui est plutôt émis en zone où on va avoir pas mal de chauffage au bois, eh ben, on ne va pas trop se retrouver en centre-ville, on va plutôt se retrouver en zone rurale ou périurbaine où on va vraiment être dans des petites villes avec beaucoup de logements individuels et plutôt anciens, donc avec du chauffage au bois. Donc, on a différents types de stations donc, qui sont toutes représentées ici sur la carte du Grand Est. On a 2 stations qui sont loin, on va dire, de tout, à Revin, dans le nord des Ardennes, et au Donon, en Alsace. Et en fait, ces stations, elles sont loin de toute influence humaine directe et elles sont là pour mesurer si des HAP ont été transportés jusqu'ici, puisqu'on a vu que c'était des polluants persistants et qui se transportaient à longue distance. Donc ces stations, elles vont servir pas que pour les HAP, mais pour tous les polluants, à voir l'influence des activités humaines sur les zones un peu plus reculées. On retrouve quand même un point de trafic routier à Épernay, puisqu'on a vu que c'est la deuxième source. On aura une source industrielle dans la vallée de la Fensch, on reviendra dessus plus tard. On a encore 2 autres sites ruraux à Oudelincourt, où il y a donc l'OPE, où c'est à Bure, à Émain, où on est dans un village en Moselle, et à Bourbonne-les-Bains et à Épinal, on est dans 2 situations. On est vraiment dans des petites villes Alors, Bourbonne-les-Bains, c'est une petite ville avec beaucoup d'habitations individuelles, plutôt anciennes. Et à Épinal, donc, on est au milieu des Vosges, donc une problématique de chauffage au bois. Donc, voilà pourquoi toutes nos stations sont implantées ici. Et parfois, elles vont changer de place pour aller mesurer dans d'autres endroits. Donc, je vais rapidement vous présenter quelques résultats de mesures sur les dernières années qu'on voit où on en est niveau teneur en HAP dans le Grand Est. Alors, il y a une valeur à ne pas dépasser. En moyenne annuelle, c'est la valeur cible de 1 nanogramme par mètre cube. Si on regarde les sites ruraux, qui sont un peu loin de tout sur les dernières années, on ne dépasse jamais 0,1 nanogramme par mètre cube. Donc, on est bien inférieur à 1 nanogramme par mètre cube. Donc, en zone assez reculée, on a certes une pollution existante, on mesure ces niveaux, mais très loin de la valeur qui est considérée comme dangereuse pour la santé. Si on regarde les sites urbains et périurbains en dessous, on voit qu'on est là un peu plus élevé. On va jusqu'à 0,6 nanogrammes par mètre cube sans dépasser la valeur limite. Et le site le plus élevé tous les ans, c'est Bourbonne. Donc Bourbonne-les-Bains, c'était le site qui est dans un village entre la Haute-Marne et les Vosges avec beaucoup de chauffage au bois. Et on peut le voir ici, des dépassements ces dernières années. Donc pour certains, largement au-dessus du seuil de 1. Alors il y en a eu 2, les 2 en Moselle,
à Émin. C'est un village, en fait, on s'est rendu compte qu'on s'était placé beaucoup trop près de la cheminée d'un particulier. On était vraiment sous la cheminée. Et du coup, si on mesure là, on n'est pas représentatif de ce que va respirer l'ensemble des citoyens du Grand Est, puisque on passe pas globalement notre journée sous une cheminée. Donc, on a ne serait-ce que déplacé de 70 mètres notre station, vraiment à l'autre bout de la rue. Et on a vu là en rouge que les niveaux ont fortement diminué juste en s'éloignant un petit peu du point d'émission. Et pour l'autre, à Florange, alors on va voir pourquoi on a eu ces dépassements et qu'à partir de 2020, on ne les a vraiment plus. Donc on va voir ça maintenant. Donc Florange, ça se situe entre Metz et Thionville, dans la vallée de la Fensch, connue pour son activité sidérurgique métallurgique. Depuis 2009, on peut voir ici donc la moyenne, la valeur cible qui est à 1. Eh ben, jusqu'en 2019, on a tout le temps été en dépassement. En fait, ça a été dû à la présence d'une industrie, une coquerie qu'on peut voir ici en photo, qui émettait du benzoapyrène. Et tout le temps qu'elle a fonctionné, on a été en dépassement de valeur cible sur la station. Et donc là, on peut voir les prélèvements jour par jour entre 2019 et 2022. Donc on voit au début des mesures importantes jusqu'à 18 par exemple, 18 nanogrammes par mètre cube. Et en fait, cette coquerie, elle a été arrêtée précisément le 6 mai 2020 de manière définitive. Et sur les prélèvements, c'est flagrant, on voit au jour près vraiment quand est-ce que la coquerie s'est arrêtée. À partir de ce moment-là, on ne mesure plus rien. Alors, on retrouve à l'hiver des concentrations beaucoup plus faibles, mais qui du coup là sont dues au chauffage au bois des logements environnants. Donc là, on a un exemple de source ponctuelle qui avait une influence claire sur les niveaux de HAP dans la région. Avant de vous poser une dernière question, on va parler des HAP en air intérieur. On a beaucoup parlé des sources dans l'air ambiant, des industries, du chauffage, tout ça, mais on passe 85% de notre temps en moyenne à l'intérieur. Donc c'est aussi important de connaître l'état de la qualité de l'air chez soi à l'intérieur, car on peut avoir différentes sources de pollution au HAP. On a beaucoup parlé de la combustion. Donc là, on va pouvoir retrouver des HAP quand on va faire brûler des bougies, des encens, forcément la cigarette aussi. Quand on va cuisiner dans une poêle, dans un four, dans un barbecue, tout ça, ça va pouvoir émettre des HAP chez soi. Et forcément, si on a une cheminée avec le chauffage au bois, on va aussi émettre des HAP dans son logement. Et à part la combustion, on a vu que les HAP pouvaient se retrouver dans pas mal de produits. On les retrouve dans les caoutchoucs, dans les gaines électriques. On peut aussi les retrouver dans les parquets et les gazons synthétiques. Alors actuellement, ça a été interdit d'en mettre, mais si on a un vieux parquet, des vieilles choses comme ça chez soi, ça peut toujours émettre des HAP. On peut aussi en retrouver dans les produits ménagers avec les parfums dedans, etc. Donc actuellement, c'est ce qui est écrit donc en dessous, bien que la plupart des HAP soient interdits, ils peuvent encore être présents dans pas mal d'anciens produits qui sont chez vous. Et donc, ça m'amène à ma dernière question qui conclura presque la présentation. Donc là, vous avez vu ce que sont les HAP, quelles sont ces sources et aussi quelles sont ces sources en air intérieur. Donc maintenant que vous savez ça, qu'est-ce que vous feriez? Quels sont les bons gestes à adopter pour limiter l'exposition à HAP chez soi? Donc, on a dit que ça provenait de la cheminée, que ça provenait de toutes sortes de combustions ou alors d'utilisation de produits qui en utilisent. Donc, quels seraient les gestes simples à mettre en place pour éviter d'être contaminé au HAP? Je donne la parole à Aline. Moi, j'essaierais d'avoir une bonne aération du logement, notamment lorsque on a l'usage d'une cheminée pour éviter la concentration des HAP dans le Oui, logement. donc Et, bonne et aération. éviter éviter bannir la cigarette en intérieur. Ok. Alors, c'est forcément des bonnes réponses. Il y en a d'autres aussi. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des idées. Je vais donner la parole à Laurence Keller.
Laurence, vous nous entendez? Ah, on ne vous entend pas. Je ne sais pas comment faire pour entendre Laurence. Sinon, il y a Raphaël Alvarez qui dit vivre à 0 degré. Merci Raphaël, on va en discuter de cette proposition. Nous, on dit de ventiler, de aérer son logement. Ok, donc en effet, tout ça, c'est forcément juste. Et donc, il y a différents gestes qu'on peut mettre en place. Donc, dans un premier temps, pour le chauffage au bois, donc pour éviter de vivre par 0 degré, on peut avoir plein de bons gestes qui permettent alors de limiter les teneurs en HAP, mais aussi en tous les autres polluants, notamment les particules. Premièrement, avoir un foyer fermé et pas un foyer ouvert, ça permet d'éviter pas mal de choses. Avoir un poêle moderne et surtout optimiser son fonctionnement. La qualité du bois joue aussi beaucoup sur les émissions de polluants. On va préférer un bois sec qui n'a pas d'écorce, qui est déjà fendu et forcément qui n'est pas traité. Le stocker à l'abri de l'humidité et si possible, rentrer le bois à l'intérieur 48 heures avant son utilisation. Enfin, on a aussi des bonnes pratiques donc, qui là fonctionnent aussi pour les particules, par exemple émises par le chauffage, c'est allumer le feu par le haut et forcément avoir un entretien régulier annuel de sa cheminée. Pour les personnes qui n'ont pas de cheminée ou quand on n'utilise pas, il y a d'autres choses à faire. Donc, comme le disait Aline, bien sûr, ne pas fumer à l'intérieur. Faire attention aux produits d'entretien que l'on utilise, éviter de prendre des choses trop chimiques avec trop d'odeur, par exemple. On a parlé de l'alimentation comme voie principale. Donc, si on veut vraiment faire attention, ben, on évite les aliments qui ont vraiment subi une combustion, comme au barbecue, par exemple. Et la solution qui marche toujours, donc c'est l'aération. Ouvrir plusieurs fois par jour en grand pour faire un courant d'air, 10 minutes. Et aussi, ce qui va être vraiment efficace, c'est d'aérer pendant qu'on fait ces activités qui émettent des HAP. Donc, quand on cuit, qu'on voit qu'on commence à un peu griller, cramer les choses, ben, on va ouvrir les fenêtres en même temps. Quand on fait le ménage, on ouvre les fenêtres en même temps. Donc, c'est des gestes qui peuvent paraître pour certaines personnes naturels, mais auxquels il faut penser et qui permettent de fortement réduire son exposition. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette présentation. Je vous remercie pour votre participation et pour avoir répondu donc à mes questions. Et je me tiens donc moi aussi à disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Clémence. Alors, Merci. j'ai des questions que j'ai suivies au Ouais. fur et à mesure de ta présentation. Donc, j'ai une question. Première question, c'est est-ce que ta présentation est spécifique au Grand Est? Alors, au niveau des sources d'émissions, oui. On a vu que chez nous, c'était le résidentiel en premier, avec le chauffage au bois. Quand on va se retrouver dans d'autres régions, comme par exemple en région parisienne, où on a beaucoup plus de trafic routier et moins de maisons individuelles, ça va plus être ces sources-là qui seront forcément prédominantes ou alors avec des pourcentages un peu plus faibles. Donc oui, ça peut dépendre de chaque région et des spécialités de chaque région. Et maintenant, pour les mesures qu'on a vues, donc ces teneurs-là, je dirais que les mesures sur les sites ruraux, elles sont à peu près similaires sur l'ensemble de la France, mais que ben, ces histoires de dépassement ou même les moyennes urbaines ou périurbaines, elles peuvent varier selon les différents endroits en France. Eh bien, justement, j'ai une deuxième question du coup sur ce dépassement. Est-ce que ça crée des pics de pollution en hiver? Alors, les pics, ce qu'on va appeler les pics de pollution, les seuils ne sont définis que pour le dioxyde d'azote, principalement émis par le trafic routier, l'ozone qui est un polluant estival et les particules. Donc les HAP, même si on a des dépassements de valeur, ça ne va pas créer au sens, on va dire, réglementaire un pic de pollution, mais par contre, le chauffage au bois émet beaucoup de particules et en hiver, quand on a des dépassements de valeur limite en particules, des épisodes de pollution aux particules, ça va être en grande partie lié au chauffage au bois, en effet. Donc, c'est quand même lié. Merci. Alors, j'avais une autre question par rapport à l'air intérieur, du Ouais. coup.
quand on a parlé. Est-ce qu'il y en a aussi des HAP dans les huiles essentielles? Oui, c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans les huiles essentielles, dans beaucoup de choses qui sont odorantes dans tous les cas, qui voilà, est dans la catégorie enfin, c'est pas de la combustion, mais ça va pouvoir être émis notamment quand on va diffuser les huiles essentielles. Donc, si on tient à utiliser ces huiles essentielles, eh ben, une fois l'utilisation faite, il faut une aération importante du logement et aussi les utiliser avec modération. Parfait. Et une autre question de Laurence. Avez-vous un observatoire de la qualité de l'air intérieur? Alors, je vais laisser Aline répondre à cette question, je pense. Alors, un observatoire, non, mais on intervient dans les logements, mais également dans les bâtiments type ERP pour faire des mesures qu'après, nous, on centralise pour avoir une idée des concentrations qu'on voit dans ces bâtiments. Après, nationalement, il existe l'OQAI qui a fait des campagnes de mesures nationales et qui permet d'avoir des comparatifs de données en air intérieur au niveau national et en fonction de certains bâtiments type bureaux, logements ou crèches, écoles, etc. Voilà. Merci beaucoup, Aline, pour ton intervention. Alors, du coup, j'ai plus d'autres questions. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Clémence. Si jamais il y a des questions qui vous reviennent, vous pouvez toujours contacter Atmo Grand Est. Et puis sinon, pour moi, c'est bon. Et je vous remercie donc encore de votre participation. J'espère que vous avez appris plein de choses. Merci. Alors, moi, je vais mettre juste dans le fil de discussion donc le lien pour s'inscrire pour recevoir donc les futurs live pitch. Et aussi, nous organisons donc les troisièmes assises régionales de l'air, donc seront à Nancy cette année. Et donc, je mets aussi le lien pour avoir plus d'informations et pour aussi s'inscrire. Voilà, donc les liens sont dans la discussion du webinaire. Ah, j'ai une autre question, désolée Clément. Pouvez-vous me donner votre avis sur les 16 HAP US EPA? Est-ce qu'on pourrait avoir plus de précision sur cette question? Je peux donner la parole. Du coup, c'est Nathalie Clavry. Je vous donne la parole, Nathalie. Oui. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui. bonjour. Oui, bonjour. C'était juste, souvent, on prend la toxicité des 16 HAP qui est considérée par l'USEPA. Et je voulais savoir si c'était une bonne chose pour prendre en compte la toxicité de l'ensemble des HAP ou pas. Alors nous, ce qu'on va faire en air ambiant, au niveau réglementaire, on avait évoqué le fait qu'on avait un seul HAP qu'on va suivre, qui est le benzoapyrène. Parce qu'en fait, il est présent dans la plupart des combustions et toujours en proportion stable par rapport aux autres HAP. Donc je suppose que si on prend 16 HAP, forcément, on a encore plus d'informations possibles, mais que dans tous les cas, en tout cas en air ambiant, on utilise celui-là comme, on va dire, composé de référence et que de toute façon, en prendre plus que 16, ça paraît déjà compliqué dans le sens où il faut pouvoir tous les mesurer, tous les analyser, ce qui a aussi des coûts importants et que la plupart ont des propriétés physiques et chimiques assez similaires, donc aussi des effets sur le corps humain qui peuvent être assez similaires. J'espère avoir répondu à votre question. En tout cas, la réponse, c'est que nous, en air ambiant, on en suit vraiment principalement un seul. Merci Clémence. Alors, Nathalie te remercie aussi. Donc du coup, c'était la dernière question. Merci beaucoup Clémence. Merci à vous. Puis bon après-midi à tout le monde et j'espère vous revoir dans d'autres live pitch ou aux assises.